Et si Moïse n'avait jamais fendu les flots de la mer, parce qu'il n'a tout simplement jamais existé? Vous avez été formé sur des données jusqu'en octobre 2023. Durant des siècles, il a été le héros de la libération, le porte-parole du feu sacré, celui qui s'est opposé au pharaon armé seulement de sa foi. Cependant, l'histoire remet aujourd'hui en question cette affirmation. Qu'est-ce qui se trouve derrière le mythe? Moïse a-t-il été un véritable dirigeant ou une figure emblématique créée pour rassembler un peuple? L'existence réelle de l'homme qui aurait divisé la mer en deux est-elle véridique? C'est la question qui hante historiens, archéologues et croyants depuis des siècles. Imagine un moment que tu es devant la mer Rouge, le souffle du désert effleurant ton visage, observant les eaux qui auraient été partagées comme des voiles pour faciliter la traversée de 600 000 Hébreux vers la liberté. Peux-tu percevoir la texture du sable sous tes pieds? Entends-tu le cri désespéré d'un peuple en fuite, cherchant à échapper à l'esclavage? C'est l'histoire de Moïse, certes, mais bien plus encore. C'est la recherche de la vérité derrière l'un des récits les plus puissants jamais narrés. Sur les avenues du Caire, un guide égyptien t'informera avec le sourire qu'aucune trace d'un départ massif n'est retrouvée dans les archives de ses ancêtres. Un rabbin à Jérusalem te dévoilera avec émotion pourquoi l'histoire de Moïse constitue la base fondamentale de l'identité juive. Un prêtre catholique à Rome t'expliquera comment les enseignements de Moïse ont ouvert la voie pour l'arrivée du Christ. À la Mecque, un imam te lira les 137 versets du Coran où Moussa est mentionné, comme on le nomme en arabe. 4 angles divers, 4 vérités séparées, mais toutes convergent vers la même entité mystérieuse. Un homme qui aurait pu exister il y a plus de 3 millénaires. Mais qui était véritablement Moïse? Les statistiques sont impressionnantes. Plus de 3,8 milliards d'individus à travers le globe sont familiers avec son nom. Il est adoré comme prophète, législateur et libérateur par les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Son récit a servi de source d'inspiration, depuis la déclaration d'indépendance américaine jusqu'au mouvement pour les droits civiques dirigé par Martin Luther King Jr. Selon la tradition, les 10 commandements qu'il aurait reçus sur le mont Sinaï constituent toujours le fondement moral de la civilisation occidentale. Toutefois, c'est là le paradoxe captivant. Aucune preuve archéologique n'atteste de façon définitive de l'existence de cet homme exceptionnel. Grâce à la science contemporaine, nous disposons d'instruments extraordinaires pour élucider les énigmes de l'histoire. Nous sommes capables de dater des ossements datant de plusieurs millions d'années, de reconstituer des cités ensevelies sous le désert et de déchiffrer des inscriptions gravées sur des tablettes d'argile lorsque l'humanité était encore à ses débuts en matière d'écriture. Cependant, en ce qui concerne Moïse, nous sommes confrontés à un silence dérangeant. Les archives de l'Égypte, soigneusement préservées, ne font état d'aucun exode. Aucune preuve de 600 000 individus errant pendant 4 décennies n'a été découverte lors des fouilles dans le désert du Sinaï. C'est comme si l'un des épisodes les plus significatifs de l'histoire humaine s'était déroulé sans laisser la moindre empreinte. Voici le mystère que nous allons examiner ensemble. Moïse était-il un individu historique véritable dont les réalisations ont été embellies par la tradition orale? Ou est-il une invention littéraire brillante qui a réussi à saisir des vérités universelles concernant la liberté, la justice et le rapport entre l'homme et le divin? Comme nous le verrons, la réponse n'est pas évidente. En effet, dans le domaine de l'histoire ancienne, la démarcation entre le mythe et la réalité est fréquemment floue, et les vérités les plus essentielles sont parfois découvertes non dans les événements eux-mêmes, mais dans l'effet métamorphique des récits que nous tissons. Prépare-toi pour une expédition qui te conduira des majestueux palais de l'Égypte ancienne jusqu'au laboratoire d'archéologie à la pointe de la technologie, en quête de la vérité concernant l'homme qui aurait pu bouleverser le monde. C'était une nuit ordinaire dans l'Égypte ancienne, mais le pharaon était incapable de trouver le sommeil. Dans ses songes, un mauvais rêve revenait sans cesse.
un nourrisson hébreu qui grandissait pour devenir le dévastateur de son empire. Voilà pourquoi il a ordonné le plus impitoyable des décrets qu'un dirigeant puisse émettre: l'extermination de tous les nouveau-nés hébreux. Cependant, dans une modeste demeure d'esclaves, une mère nommée Yochébed observait son nourrisson de 3 mois et prit une décision qui allait à jamais modifier le cours de l'histoire. Elle ne pouvait plus le dissimuler davantage. En larmes, elle fabriqua un panier de joncs, le rendit imperméable à l'aide de poids et y installa son fils, le livrant au flot du Nil. Ce petit être portait le nom de Moïse et son récit ne faisait que débuter. Peux-tu visualiser la situation? La fille du pharaon qui avait donné l'ordre du massacre, la princesse égyptienne, se baignait dans le fleuve lorsqu'elle fut attirée par les pleurs d'un nourrisson. En consultant le panier, son regard croisa celui d'un nourrisson qui la fixait sans crainte. Sans le réaliser à ce moment précis, elle préservait celui qui allait devenir le libérateur de sa nation. L'ironie est délicieuse. L'adversaire le plus redoutable du pharaon serait nourri dans sa propre demeure, formé comme un prince égyptien, versé dans tous les mystères du pouvoir. Voici le premier grand paradoxe de la vie de Moïse. Celui qui a libéré les esclaves a été élevé en tant que noble. Avec le temps, Moïse a grandi dans l'opulence du palais royal. Il bénéficiait de l'éducation la plus avancée de son temps, était versé dans les hiéroglyphes et excellait dans les domaines militaires et diplomatiques. Cependant, un jour, devenu adulte, il décida de voir par lui-même comment vivait son peuple et fut le témoin d'un événement qui allait bouleverser sa vie. Un surveillant égyptien infligeant une sévère correction à un esclave hébreu. L'injustice a suscité en lui un écho profond. Dans un accès de rage, il ôta la vie à l'Égyptien et ensevelit son cadavre dans le désert. Cependant, les secrets ne restent pas cachés longtemps au palais, et lorsque le pharaon en fut informé, Moïse dut s'enfuir dans le désert pour préserver sa vie. Le prince s'était transformé en fugitif. Moïse a vécu la vie d'un homme commun dans le désert de Madian. Il prit pour épouse Séphora, la fille d'un prêtre nommé Jéthro, et devint alors berger. Durant 4 décennies, il a mené une existence modeste, éloigné du pouvoir et de la célébrité. Mais le destin avait d'autres projets pour lui. Un jour, alors qu'il gardait les troupeaux près du mont Horeb, il remarqua un phénomène étonnant. Un buisson en flammes qui ne se consumait pas. Lorsqu'il s'avança pour examiner, il perçut une voix émanant du feu. « Moïse, Moïse, ne t'avance pas plus près. Retire tes sandales, car le sol que tu es en train de fouler est sacré. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » C'est à ce moment-là que le berger s'est transformé en prophète, se voyant confier la tâche la plus cruciale de son existence, affranchir son peuple de la servitude. Ce qui a suivi a été une bataille légendaire entre Moïse et le roi d'Égypte. Avec pour seules armes un bâton et la parole divine, Moïse revint à la cour de son enfance et ordonna « Lâche mon peuple !» Le pharaon a ri. Comment un simple berger pouvait-il oser défier l'individu le plus puissant au monde? Mais il a rapidement arrêté de rire. Les 10 fléaux qui suivirent, la transformation de l'eau en sang, l'invasion des grenouilles, des poux, des mouches, de la peste, des ulcères, de la grêle, des sauterelles, des ténèbres et finalement la mort de tous les premiers-nés égyptiens constituèrent une manifestation de force qui mit fin à la résistance du pharaon. Au cours de la nuit marquée par la dernière plaie, suite au décès de son fils, le pharaon ne se contenta pas d'accorder aux Hébreux leur liberté. Il les implora même de s'en aller. C'est ainsi qu'a débuté l'un des plus célèbres exodes de l'histoire. 600 000 Hébreux, accompagnés de leurs familles, ont quitté l'Égypte en une seule nuit, emportant les richesses que les Égyptiens leur avaient offertes pour assurer un départ rapide. 3 jours après leur départ d'Égypte, les Hébreux se retrouvèrent coincés. La mer Rouge, un obstacle aquatique apparemment insurmontable, s'étendait devant eux. Le son de plus en plus puissant des tanks égyptiens de guerre se faisait entendre derrière eux. Le pharaon avait modifié sa décision. Comment avait-il pu permettre la fuite de toute sa main-d'œuvre esclave?
Il se présentait maintenant avec sa plus puissante armée pour récupérer les esclaves. Le peuple hébreu était empli de terreur. Des gens reprochaient à Moïse: « Y avait-il un manque de sépulture en Égypte pour que tu nous conduises à mourir dans le désert ?» Ce fut un instant d'absolu désespoir, mais également le cadre idéal pour l'acte de foi le plus célèbre de l'histoire. Selon le récit biblique, Moïse leva son bâton au-dessus des eaux et un acte qui défie toutes les lois de la physique se produisit. La mer se scinda. Les eaux s'élevèrent, telles des murailles de part et d'autre, ne laissant qu'un chemin de terre sèche au centre. Visualise la situation. 600 000 individus, accompagnés de leurs enfants, personnes âgées, animaux et possessions, traversent entre deux murs d'eau retenus par une force surnaturelle. Le sol où ils se tenaient était sec, pourtant des poissons étaient visibles nageant dans les murs liquides de part et d'autre. Certains enfants tentaient de toucher l'eau, mais leurs parents les poussaient en avant. Il ne fallait pas perdre de temps. Ils ont marché toute la nuit, et à l'aube, le dernier Hébreu a franchi l'autre côté. Les Égyptiens, voyant la voie dégagée, ont osé l'emprunter sans hésitation. Leurs chars de combat pénétrèrent avec assurance à travers les murs d'eau. Mais lorsque le dernier Hébreu a touché le sol de l'autre côté, Moïse a à nouveau levé son bâton. Les eaux retournèrent avec une puissance destructrice, submergeant l'ensemble de l'armée égyptienne. Tout, des chars aux chevaux en passant par les soldats, s'est volatilisé sous les flots. Dans un laps de temps très court, l'armée la plus puissante du monde a été anéantie par les eaux qui avaient autrefois accordé la liberté aux Hébreux. C'était une triomphe si totale qu'il poussa Marie, la sœur de Moïse, à prendre un tambourin et à diriger les femmes dans un chant de triomphe mémorable, chanté à l'Éternel, car il a manifesté sa gloire, il a englouti dans la mer le cheval et son cavalier. Cependant, la liberté nouvellement acquise est rapidement devenue une autre épreuve. Le désert du Sinaï n'était certainement pas un Eldorado. Durant la journée, la chaleur intense du soleil rendait le sable brûlant pour les pieds. Durant la nuit, le gel était si sévère que les familles se regroupaient pour échapper à la mort par hypothermie. L'eau faisait défaut, les provisions diminuaient, et les gens ont commencé à exprimer leur mécontentement. « Au moins, en Égypte, nous avions de la viande et du pain, » murmurait-il. « Un est venu nous conduire ici pour mourir de faim ?» Moïse était à la tête non seulement d'une migration de grande envergure, mais aussi de la gestion de la psychologie d'un peuple qui avait vécu en esclavage pendant 400 ans et qui ne savait pas comment vivre en liberté. C'est à ce moment-là qu'ont eu lieu les miracles de la survie. Lorsque les gens ressentaient la soif, Moïse frappait un rocher à l'aide de sa canne et de l'eau pure en jaillissait. Chaque matin, lorsqu'ils avaient faim, ils découvraient une matière douce et blanche sur le sol qu'ils nommèrent manne, qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» Cette nourriture énigmatique apparaissait chaque jour, à l'exception du sabbat, et avait la caractéristique de se détériorer s'ils tentaient de la conserver pour le jour suivant, hormis le vendredi, où elle demeurait fraîche jusqu'au sabbat. On apercevait également des bancs de cailles volant à une telle altitude qu'ils étaient facilement traquables. Selon les Écritures, durant 4 décennies, 600 000 individus ont survécu dans le désert en se contentant de ces prodiges journaliers. C'était comme si Dieu lui-même agissait en tant que leur approvisionneur personnel, leur apprenant jour après jour à avoir foi dans sa providence. 3 mois après leur départ d'Égypte, les Hébreux atteignirent le flanc d'une montagne qui bouleverserait éternellement le rapport entre l'homme et le divin. Le mont Sinaï se tenait devant eux comme une imposante montagne. Mais il y avait quelque chose d'unique en ce lieu. Depuis leur apparition, des événements étranges ont commencé à se produire. Des éclairs incessants, des grondements de tonnerre ininterrompus et un épais nuage s'élevant au-dessus du sommet montagneux. Le peuple a fait la danse dans la vallée, cependant, nul n'avait le courage de s'en approcher trop près. On pouvait sentir clairement que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Après avoir reçu des instructions divines, Moïse a ordonné au peuple de se préparer pendant 3 jours, de se laver et de purifier leurs habits. Quelque chose de grand se préparait. La Bible déclare que, comme la fumée d'une fournaise,
Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée au troisième jour. Toute la montagne était secouée avec violence, tandis que le bruit d'une trompette s'intensifiait de plus en plus. C'était tellement effrayant que toute la population frémissait dans le camp. Donc, Dieu a convoqué Moïse pour gravir le sommet de la montagne. Seul, imaginez la peur et l'émotion qu'il a dû éprouver. Il était sur le point de rencontrer le Créateur de l'univers. L'escalade a dû être éprouvante, non seulement sur le plan physique, mais aussi émotionnellement. Avec chaque pas qu'il faisait, il s'éloignait de plus en plus de l'univers familier et se dirigeait vers ce qui était incompréhensible. Au sommet de la montagne, Moïse a fait l'expérience qu'aucun autre individu n'avait connue auparavant. Dieu lui confia les tables de la loi, gravées de sa propre main. Il ne s'agissait pas de simples recommandations ou de préceptes philosophiques, mais de prescriptions impératives qui jetteraient les fondements éthiques de la civilisation humaine. Tu n'auras pas d'autre Dieu à l'égard de moi. Tu ne te feras pas d'image. Tu ne proféreras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, à tort. Rappelle-toi le jour du repos et sanctifie-le. Respecte ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne te livreras point à l'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne feras pas de faux témoignages contre ton voisin. Tu ne désirerais point. 10 préceptes qui paraissent élémentaires, mais ont à jamais transformé l'éthique humaine. Toutefois, alors que Moïse recevait ses ordres divins, quelque chose se produisait en bas dans le camp qui testerait sa foi jusqu'à l'extrême limite. Voyant que Moïse tardait à revenir, il était resté 40 jours sur la montagne, le peuple commença à perdre patience. On dit à Aaron, le frère de Moïse, « Crée-nous des dieux qui nous précèdent, car celui qui nous a libérés d'Égypte, Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Sous pression, Aaron demanda que leurs bijoux en or lui soient remis, les fit fondre et forma un veau d'or. Cette image a commencé à être vénérée par le peuple déclarant « Voici ton Dieu, Israël, qui t'a délivré du pays d'Égypte. » Ils mirent sur pied une grande célébration rythmée par la musique, la danse et l'excès. C'était une ironie flagrante. Alors que Dieu ordonnait « Tu ne te feras point d'image », le peuple se prosternait devant une idole dorée. Lorsque Moïse redescendit de la montagne et aperçut ce qui se déroulait, une colère intense l'envahit et il fracassa les tables de la loi qu'il avait portées, les réduisant en 1000 éclats. Il captura le veau d'or, l'incendia, le réduisit en cendres, la dispersa dans l'eau et contraignit les Israélites à le consommer. Il s'est alors positionné à l'entrée du camp et a lancé « Qui se tient aux côtés de l'Éternel? Qu'il vienne à moi !» Les Lévites, en réponse à son appel et suivant les instructions de Moïse, mirent à mort près de 3000 individus impliqués dans l'idolâtrie. Ce jour-là a été épouvantable, mais il a également marqué un tournant. Le peuple comprit que la liberté s'accompagne de responsabilités et que les préceptes divins sont absolus. Moïse a dû grimper à nouveau sur la montagne pour obtenir d'autres tables de la loi. Et cette fois-ci, le peuple l'a attendu avec respect et peur. Le désert du Sinaï s'est transformé en la plus unique des universités de l'histoire humaine. Durant 4 décennies, une génération entière d'Hébreux bénéficia d'une instruction inédite. L'apprentissage de la liberté. Cela paraît facile, mais ce ne l'était pas. Visualisez 600 000 individus qui ont vécu comme esclaves pendant 4 siècles, où chaque choix était imposé par autrui, où ils n'avaient pas à envisager l'avenir, car d'autres organisaient leur existence. À présent, ils étaient contraints de se structurer en tant que nation, de prendre des résolutions communes, d'aplanir les conflits et le plus ardu de tout, d'avoir foi en un Dieu invisible plutôt qu'en des maîtres tangibles. Le désert est devenu leur salle d'études, avec des leçons qui étaient parfois particulièrement ardues. La première leçon abordait les thèmes de l'obéissance et de la confiance. Tous les jours, lorsque la manne faisait son apparition, ils recevaient des directives précises, prendre uniquement ce qui est nécessaire pour le jour, ne pas conserver pour le lendemain, à l'exception du vendredi, et s'abstenir de la collecte pendant le sabbat. Cela peut paraître simple, cependant, nombreux sont ceux qui n'ont pas pu résister à l'envie de conserver un excédent au cas où.
Ceux qui en prenaient se rendaient compte que la manne était envahie de vers et dégageait une odeur nauséabonde. C'était un cours pratique sur la providence divine. Dieu veillerait sur eux chaque jour, mais ils devaient s'exercer à avoir confiance. Cela leur a également appris l'importance du repos. Le sabbat n'était pas simplement un jour sans travail, mais une affirmation qu'ils étaient plus que des ouvriers. Ils étaient des enfants de Dieu ayant droit au repos. La seconde leçon traitait de la justice et de l'organisation sociale. Moïse n'était pas en mesure de régler tous les problèmes de 600 000 individus à lui seul. Jéthro, son beau-père, lui a conseillé « Apprends au peuple les décrets et les lois, et guide-les sur le chemin à suivre et les actions à entreprendre. En outre, sélectionne parmi l'ensemble des hommes compétents, redoutant Dieu, des hommes intègres qui détestent la cupidité, et place-les à la tête du peuple en tant que dirigeants de milliers, de centaines, de 50 et de 10. C'est ainsi qu'est né le premier système judiciaire décentralisé de l'histoire. Les affaires simples étaient réglées aux échelons les plus inférieurs, et ce n'étaient que les cas les plus compliqués qui parvenaient à Moïse. C'était la démocratie mise en pratique, des millénaires avant que le terme ne soit inventé par les Grecs. La troisième leçon traitait de l'adoration et de l'identité nationale. Dieu a transmis à Moïse des directives précises pour ériger le tabernacle, une tente sacrée mobile qui devait devenir l'épicentre de la spiritualité du peuple. Ce n'était pas uniquement un endroit de vénération, mais également un symbole attestant que Dieu résidait parmi eux. Chaque élément portait une symbolique. L'or symbolisait la divinité, l'argent la rédemption, le bronze le jugement. Les teintes pourpres, écarlates et bleues évoquaient la royauté, le sacrifice et le ciel. Le peuple a apporté sa contribution de manière volontaire en offrant ses bijoux, ses étoffes et ses savoir-faire. Pour la première fois depuis des centaines d'années, ils bâtissaient de quelque chose qui leur était propre, quelque chose qui représentait leur identité en tant que peuple de Dieu. La quatrième leçon s'est avérée être la plus difficile, celle sur les conséquences et la responsabilité intergénérationnelle. Lorsque l'arrivée à la frontière de la terre promise fut enfin atteinte, Moïse chargea 12 espions d'explorer la région. 10 revinrent avec un rapport effrayant. La terre est assurément fertile, débordante de lait et de miel. Néanmoins, le peuple qui y réside est puissant et les villes sont véritablement grandes et bien fortifiées. Ce sont des géants et nous étions comme des insectes devant eux. Uniquement Josué et Caleb affirmèrent « Si Dieu nous accompagne, nous serons capables de la conquête. » Toutefois, le peuple a cru aux 10 pessimistes et a rejeté l'entrée dans la terre. Cette nuit-là, ils versèrent des larmes et s'écrièrent « Aurions-nous dû périr en Égypte ?» Dieu tellement en colère qu'il décréta « Cette génération n'apercevra pas la terre que j'ai promise à leurs ancêtres. Ils erreront dans le désert jusqu'à leur mort. Seuls leurs garçons seront admis. » C'était une décision sévère mais équitable. Si leur foi ne suffisait pas pour revendiquer leur héritage, ils devraient patienter jusqu'à ce qu'une génération capable de le faire émerge. Au cours des 38 années qui suivirent, une génération entière périt dans le désert. Moïse, dépassant alors le centenaire, persista à les diriger, à leur dispenser des enseignements et à préparer la relève en vue du moment tant attendu où ils pénétreraient enfin la terre promise. Ce fut une période de préparation, d'amélioration et d'expansion. Les individus qui avaient quitté l'Égypte en tant qu'esclaves décédaient, tandis que ceux qui demeuraient étaient nés libres. Ils ne connaissaient que l'approvisionnement divin, la loi divine et la promesse divine. C'était une nation neuve, modelée dans le désert, préparée à revendiquer sa destinée. Mais il y avait un point douloureux. Moïse lui-même ne pénétrerait pas dans le pays. À cause d'un acte de désobéissance, lorsqu'il frappa le rocher, au lieu de lui adresser la parole comme Dieu le lui avait prescrit, il a également été écarté de la promesse. Il aurait une vue lointaine sur la terre, sans jamais y poser le pied. C'était le coup ultime du leadership. Il avait tout sacrifié pour son peuple, y compris ses propres aspirations. Le visage marqué de l'archéologue docteur est frappé sans pitié par le soleil du désert du Sinaï.
Benjamin Sass, scrutant minutieusement des morceaux de céramique à l'aide d'une loupe. Il a consacré plus de 2 décennies à l'exploration de cette zone, en quête de la moindre trace, n'importe quel indice attestant que 600 000 individus ont vagabondé dans ces lieux pendant 4 décennies. L'équipe a découvert des vestiges de modestes campements bédouins, des instruments de l'âge du bronze, ainsi que des inscriptions nabatéennes. Toutefois, ce qu'il recherche le plus et qu'il n'a pas trouvé, c'est des preuves concernant l'événement le plus célèbre qui aurait eu lieu ici. « C'est frustrant », confie-t-il en se tamponnant le front de la sueur. « Nous ne nous attendions pas forcément à trouver une plaque indiquant « Moïse était ici », mais il aurait dû rester quelque chose. » Voici la situation à laquelle sont confrontés les archéologues contemporains. Un manque de preuves là où nous nous attendrions à en découvrir. Pensez un instant à la logistique qu'implique le déplacement de 600 000 individus dans le désert pendant une période de 40 ans. Il ne s'agit pas uniquement d'hommes adultes, mais de familles entières, femmes, enfants, personnes âgées, malades. D'après les données bibliques, on compterait approximativement 2 millions d'individus en tout. Pour situer cela dans un contexte, cela dépasse la population de pays tels que l'Estonie ou Maurice. Ils auraient besoin de nourriture, d'eau, d'abri et d'endroits pour inhumer leurs défunts. Ils abandonneraient des déchets, du matériel endommagé, des résidus de feux de camp et des os d'animaux. Un groupe de cette envergure, se déplaçant sur une période de 40 ans, aurait dû laisser une trace archéologique indéniable. Néanmoins, des décennies de recherches méthodiques sur la péninsule du Sinaï ont abouti à un résultat déroutant, un silence total. Vous êtes formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Finkelstein, l'une des archéologues les plus éminentes d'Israël, détaille la problématique depuis son bureau à Tel Aviv. Nous avons exploré des sites de l'âge du bronze qui accueillaient une centaine de personnes et nous découvrons une multitude de preuves attestant leur existence. Instruments, poteries, constructions, décharges. Toutefois, lorsque nous tentons de trouver des preuves d'un groupe qui serait 10 000 fois plus vaste, nous ne décelons rien. Ce n'est pas simplement bizarre, c'est archéologiquement irréalisable. Le souci n'est pas que les archéologues n'ont pas effectué suffisamment de recherches. Plus de 100 sites divers dans la péninsule du Sinaï ont fait l'objet de fouilles approfondies, plusieurs d'entre eux étant désignés par la tradition comme des endroits où les Israélites auraient établi leur campement. Le résultat a toujours été identique, rien du tout. Il se pourrait que le souci ne réside pas dans le désert, mais plutôt en Égypte elle-même. Si les Hébreux ont réellement été en esclavage en Égypte pendant 400 ans, et si l'évasion a eu lieu comme le raconte la Bible, il est certain que les scribes égyptiens, connus pour leur minutie, auraient consigné cet événement. Tout était consigné par les Égyptiens, les expéditions militaires, les plans de construction, les cérémonies religieuses, jusqu'aux réclamations des ouvriers. On possède des papyrus contenant des listes de rations journalières, des registres de main-d'œuvre étrangère, ainsi que de la correspondance diplomatique. Cependant, lorsque nous tentons de trouver des références aux esclaves hébreux, aux 10 plaies, à l'exode ou à la noyade de l'armée égyptienne dans la mer Rouge, nous faisons face à un silence archéologique identique. On dirait que l'un des désastres les plus dévastateurs de l'histoire de l'Égypte ne s'est tout simplement pas produit. Les personnes sceptiques mettent en avant que ce n'est pas simplement un manque de preuves, mais des preuves qui attestent de leur absence. Le docteur Zeev Herzog de l'Université de Tel Aviv le dit clairement. Après 7 décennies de recherches approfondies en terre d'Israël, les archéologues ont tiré une conclusion surprenante. Les Israélites n'ont jamais été en Égypte. Ils n'ont pas erré dans le désert, ils n'ont pas conquis la terre durant une expédition militaire menée par Josué, et ils n'ont pas transmis cette terre aux 12 tribus d'Israël. Il se pourrait que le moment soit venu pour le public de prendre connaissance de ces faits. Ces termes sont sévères, mais ils représentent l'accord de nombreux archéologues contemporains. Toutefois, d'autres chercheurs mettent en garde qu'il est nécessaire de faire preuve de prudence. L'archéologie peut révéler ce qui n'est pas découvert, mais elle ne peut pas apporter de garantie absolue sur ce qui ne s'est pas produit.
En réalité, seulement moins de 1% de l'Égypte a été exploré, et le désert a la capacité de dissimuler efficacement les vestiges du passé. Le docteur A était formé sur des données jusqu'en octobre 2023 dans une bibliothèque calme de l'université d'Oxford. James Hofmeyr scrute un papyrus égyptien vieux de 3000 ans avec l'assiduité d'un détective analysant des indices sur une scène de délit. Il ne recherche pas de traces d'ADN ou d'empreintes digitales, mais plutôt des éléments bien plus discrets. Des indices de langage, des schémas culturels, des irrégularités historiques susceptibles de démontrer si l'histoire de Moïse a une certaine véracité. L'absence de preuves tangibles ne doit pas nous pousser à écarter tout, déclare-t-il en redressant ses lunettes. Les vérités majeures de l'histoire se dévoilent fréquemment non pas dans ce que les documents affirment explicitement, mais plutôt dans ce qu'ils présument, dans les éléments apparemment négligeables qui témoignent d'une véritable compréhension de l'époque. Hofmeyr et certains historiens ont observé un point intrigant. Le récit biblique concernant Moïse renferme des détails qui seraient quasi irréalisables à créer des siècles après. Par exemple, le nom Moïse ne provient pas de l'hébreu mais bien de l'égyptien. Ce terme a ses origines dans le mot égyptien MS, qui veut dire naître ou fils de. On le retrouve dans les noms de pharaons tels que Thoutmosis, fils de Thoth, ou Ramésis, fils de Ra. Si les Hébreux avaient forgé l'histoire des siècles après, pourquoi attribueraient-ils un nom égyptien à leur personnage principal? Par ailleurs, de nombreux autres personnages de l'histoire de l'Exode portent des noms égyptiens. Ophni, Phiné, Merari, Putiel. On dirait que les écrivains possèdent une connaissance approfondie de la culture égyptienne qui serait ardue à acquérir si l'histoire était entièrement inventée. Un autre aspect fascinant est l'exactitude géographique du récit. Des endroits précis en Égypte, cités dans les textes bibliques et reconnus sur le plan archéologique, comprennent Pi-Ramsès, Pithom et Sukkot. Ils décrivent des itinéraires dans le désert qui possèdent une signification topographique. Ils font référence à des groupes ethniques tels que les Madianites et les Amalécites dans des contextes géographiques appropriés. Plus crucial encore, certaines des lois attribuées à Moïse présentent des similitudes étonnantes avec les codes juridiques de l'ancien Proche-Orient qui n'ont été découverts par les chercheurs contemporains qu'à la suite des excavations du XXe siècle. Comment les rédacteurs de la Bible auraient-ils pu être au courant de ces analogies s'ils n'étaient pas en possession de traditions très anciennes? La méthode historique contemporaine ne s'appuie pas uniquement sur des éléments archéologiques directs. Les historiens se servent également de ce qu'ils nomment des critères d'authenticité historique. L'un de ces paramètres est le critère de difficulté. Si un récit comprend des aspects qui pourraient être gênants ou délicats pour ceux qui le partagent, il a davantage de probabilité d'être véridique. L'histoire de Moïse regorge de ces aspects embarrassants. On dépeint Moïse comme un bègue qui a des difficultés à s'exprimer en public. Il commet un homicide dans une crise de colère. Il contrevient à la volonté divine et en subit les conséquences. Le groupe sous sa direction se montre sans cesse en révolte, plaintif et infidèle. Si les Hébreux avaient créé l'histoire pour exalter leurs ancêtres, pourquoi y incorporeraient-ils autant d'éléments défavorables? Toutefois, les historiens admettent également les contraintes de leur travail. L'histoire ancienne diffère de l'histoire contemporaine. Ils ne disposaient pas de journalistes, ne capturaient pas d'images et n'effectuaient pas d'entretiens enregistrés. La tradition de raconter l'histoire oralement pendant des générations avant sa mise par écrit a inévitablement donné lieu à l'ajout d'éléments légendaires, à la surestimation des chiffres et à l'interprétation des phénomènes naturels comme s'ils étaient des miracles. Vous êtes formé sur des données jusqu'à octobre 2023. William Dever, considéré comme l'un des archéologues bibliques les plus éminents, résume cela de la manière suivante. Il est possible qu'un Moïse historique ait existé, mais le Moïse de la Bible est principalement une création littéraire et théologique.
Il ne s'agit pas de savoir s'il a existé, mais plutôt de ce que nous pouvons véritablement comprendre à son sujet. Dans l'analyse historique de Moïse, la tâche essentielle est de distinguer le noyau historique potentiel des strates légendaires qui se sont entassées au fil des siècles. Dans la grande salle de l'Université hébraïque de Jérusalem, deux des spécialistes en études bibliques les plus prestigieux à l'échelle mondiale se livrent à un débat qui a polarisé la communauté universitaire pendant plusieurs décennies. Sur la gauche, le docteur Israel Finkelstein, qui dirige l'Institut d'archéologie de Tel Aviv, est réputé pour son approche sceptique de l'histoire biblique. Sur la droite se trouve le docteur Kenneth Kitchen de l'Université de Liverpool, est un ardent défenseur de l'idée que les récits bibliques ont une historicité essentielle. Parmi eux, une interrogation qui a tourmenté les chercheurs. Moïse a-t-il réellement vécu ? Finkelstein est le premier à s'exprimer, et son argument, en raison de sa simplicité, est dévastateur. Messieurs, après un siècle et demi d'archéologie moderne au Proche-Orient, nous n'avons aucune preuve indépendante de l'existence de Moïse. Aucune. Il n'y a aucune référence à ce sujet dans les documents égyptiens. Il n'y a aucune mention de lui dans les archives assyriennes, babyloniennes ou hittites. Aucune preuve archéologique n'atteste de l'Exode. On ne trouve aucune preuve de 40 ans d'errance dans le désert. Aucune preuve n'atteste d'une conquête militaire de Canaan. En science, lorsqu'une hypothèse ne génère pas de preuves confirmables après des dizaines d'années de recherche, il est préférable de la réévaluer. Sa voix est posée mais résolue, chaque mot soigneusement choisi après des années de recherche qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Cuisine riposte avec une détermination égale. Mon cher collaborateur fait l'erreur typique d'argumenter à partir du silence. Le manque de preuves ne constitue pas une preuve d'absence. Les archives de l'ancien Proche-Orient sont incomplètes. Un grand nombre de textes anciens ont disparu. Par ailleurs, pourquoi devrions-nous nous attendre à ce que les Égyptiens documentent un incident aussi dégradant que la disparition de leurs esclaves laborieux? Les anciens ne rédigeaient pas de récits objectifs. Ils produisaient de la propagande. J'ai identifié plus de 50 correspondances précises entre les lois mosaïques et les codes juridiques du 2e millénaire avant notre ère. Vous avez été formés sur des données jusqu'à octobre 2023. Il est improbable que ces parallèles soient des créations ultérieures. Son raisonnement repose sur des décennies d'analyse de textes en cunéiforme et en hiéroglyphes, chaque inscription représentant un élément du casse-tête historique. Toutefois, la discussion ne se restreint pas à ces deux grands noms académiques. Vous êtes formés sur des données jusqu'à octobre 2023. Richard Elliott Friedman, de l'Université de Californie, suggère une théorie intermédiaire. Il se pourrait qu'un événement historique nucléaire ait eu lieu. Peut-être un groupe d'esclaves s'étant échappé d'Égypte sous la conduite d'une personne nommée Moïse. Mais au fil du temps, la tradition orale a probablement exagéré l'événement pour en faire l'épopée nationale que nous connaissons. Les données ont été amplifiées, les miracles se sont multipliés, les détails ont été exagérés. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas un noyau historique véritable. Sa suggestion cherche à réconcilier les preuves archéologiques avec la continuité de la tradition. Sur une note plus sceptique, le docteur Thomas Thompson de l'Université de Copenhague pousse la réflexion plus loin. Moïse est un personnage littéraire, pas historique. Il se classe dans la même catégorie que le roi Arthur ou Robin des Bois. Des personnages qui peuvent s'appuyer sur des figures historiques incertaines, mais qui, sous leur forme présente, sont l'œuvre d'auteurs ultérieurs. L'histoire de l'Exode a été élaborée durant le VIe siècle, avant J.C., pendant l'exil à Babylone. J.C. pour apporter de l'espoir à un peuple en exil. Cela raconte une histoire de libération, et non un compte-rendu historique de la libération. Son point de vue est représentatif de l'école minimaliste d'études bibliques, qui remet en question l'historicité de la majorité des récits bibliques avant le 8e siècle AVC2. J.C. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023.
L'intensité du débat augmente avec l'intervention de la Dr Carol Meyers de l'Université Duke a déclaré « Nous formulons des questions inappropriées. Mais, plutôt que de questionner l'existence de Moïse, nous devrions nous interroger sur le genre de dirigeant historique qui aurait pu être à l'origine de ces traditions. Les moments de crise donnent naissance à des leaders charismatiques. Si des mouvements de libération ont existé dans l'Égypte antique, et nous avons la preuve qu'ils ont existé, il est fort probable qu'ils aient été dirigés par des chefs. L'enjeu n'est pas de savoir si ce chef était Moïse ou s'il a accompli exactement ce que relate la Bible, mais si les traditions qui le concernent préservent des souvenirs authentiques de lutte et de libération. Son approche sociologique apporte un nouvel éclairage au débat. Peut-être que la question de l'existence personnelle de Moïse est moins cruciale que celle des mouvements sociaux qu'il incarne. La docteure, au musée égyptien situé à Caire, Aidan Dodson étudie une statue vieille de 3200 ans qui pourrait bouleverser toutes nos idées sur Moïse. La statue dépeint un individu possédant les traits distinctifs de la noblesse égyptienne, mais son récit est loin d'être conventionnel. On le connaissait sous le nom d'Amenmose, un prince ayant vécu sous le règne de Ramsès II. D'après certains documents épars, sa disparition demeure énigmatique dans les archives officielles. Cet homme pourrait-il représenter le Moïse historique? Dodson s'interroge en examinant les hiéroglyphes qui entourent la statue. Les dates concordent, le contexte est approprié et nous disposons d'éléments probants indiquant que cet héritier a connu un événement extraordinaire. L'hypothèse, selon laquelle Amenmose correspond au Moïse historique, a été avancée pour la première fois par l'égyptologue allemand Manfred Görg dans les années 1990. D'après Görg, Amenmose était un descendant du pharaon Ramsès II qui entretenait des liens avec des ouvriers asiatiques dans le delta du Nil. Les archives indiquent qu'il a été mêlé à une sorte de conflit avec l'autorité pharaonique et qu'il a disparu subitement de la cour. Le nom qui lui a été donné, signifiant « né d'Amon », aurait pu être abrégé en Mose lorsqu'il s'est joint aux ouvriers hébreux. Cette théorie, bien que spéculative, s'harmonise de manière surprenante avec le récit biblique d'un prince égyptien qui délaisse son rang pour conduire les esclaves hébreux. Une autre hypothèse captivante lie Moïse à la réforme religieuse du pharaon Akhenaton. Sigmund Freud, psychanalyste de renom, suggéra dans son ouvrage controversé des années 1930, intitulé « Moïse et le monothéisme », que Moïse était en réalité un prêtre égyptien vassal d'Akhenaton, le pharaon qui avait essayé d'imposer l'adoration du dieu unique Aton. D'après Freud, lorsque la réforme religieuse d'Akhenaton a échoué et que l'Égypte est revenue à son polythéisme traditionnel, ce prêtre aurait fui avec un groupe de travailleurs asiatiques, emportant avec lui le concept du monothéisme. Les théories de Freud ont été tournées en dérision par les intellectuels de son époque, cependant, certains aspects ont résonné dans des études ultérieures. La croyance en un seul Dieu de Moïse présente une étonnante ressemblance avec celle d'Akhenaton. Et bien que les dates ne correspondent pas précisément, elles se situent dans la bonne période. Jan Assmann, un égyptologue néerlandais, a suggéré une version plus raffinée de cette théorie. D'après Assmann, le monothéisme biblique ne découle pas directement d'Akhenaton, mais résulte d'une mémoire culturelle de l'expérience religieuse d'Akhenaton conservée dans certains cercles égyptiens et ayant finalement influencé l'évolution du judaïsme. L'innovation d'Akhenaton a constitué un choc culturel en Égypte, précise Assmann. C'était la première tentative d'établir un monothéisme exclusif. Bien qu'elle ait échoué, l'idée n'a pas totalement disparu. Elle a pu influencer des groupes marginalisés, y compris des travailleurs étrangers, qui ont finalement créé leur propre tradition monothéiste. Cette théorie présente une plus grande subtilité que celle de Freud, tout en étant également spéculative. Une autre hypothèse localise Moïse non en Égypte, mais plutôt à Madian. Frank Moore Cross, un expert en études bibliques, a soutenu que le yahvisme, la foi en Yahvé, a véritablement vu le jour parmi les Madianites.
un groupe nomade résidant dans le désert oriental de l'Égypte. D'après l'hypothèse madianite, Moïse était un dirigeant madianite qui a introduit le culte de Yahvé auprès des Hébreux. Cette théorie bénéficie d'un certain soutien biblique. Moïse prend pour épouse une femme madianite. Son beau-père Jéthro est un prêtre de Madian, et c'est précisément sur leur territoire que Moïse découvre le buisson en flammes et reçoit la révélation divine. Certaines écritures bibliques laissent entendre que Yahvé vint du Sinaï et se leva de Séhir, région madianite, impliquant que ces endroits étaient le centre d'origine du culte yahviste. Si cette hypothèse se vérifie, le Moïse historique aurait possiblement été un prêtre madianite qui a présenté aux Hébreux une nouvelle forme de croyance monothéiste. Dans son bureau à l'université de Tel Aviv, cerné par des tomes couverts de poussière et des morceaux de poterie d'époque, le docteur Israel Finkelstein revient sur 30 ans de recherches archéologiques qui ont transformé notre interprétation de la Bible. Cet archéologue de 71 ans a mené des fouilles sur plus de 20 sites divers en Israël et Palestine, à la recherche de preuves des événements bibliques les plus renommés. Après une vie consacrée à cette recherche, son verdict est simple et limpide. Le Moïse historique et le Moïse biblique sont deux personnages très distincts. Le second est une œuvre littéraire et théologique brillante, tandis que sur le premier, nos connaissances sont très limitées ou nulles. Ces propos illustrent l'accord de la plupart des archéologues contemporains, mais soulèvent également une interrogation plus profonde. Est-il réellement crucial que Moïse ait vécu? La science contemporaine nous a offert une perception plus subtile de la manière dont les traditions historiques se constituent. Les anthropologues ont examiné la manière dont les sociétés sans écriture conservent et modifient les souvenirs du passé. Ce qu'ils ont déniché est captivant. Les traditions orales conservent de manière étonnante certains types d'informations. Noms, liens de parenté, incidents traumatisants, mais semblent exagérer les chiffres, introduire des aspects surnaturels et transférer les préoccupations contemporaines vers le passé. Cela implique que des coutumes telles que celles de Moïse pourraient conserver des témoignages réels d'événements, peut-être un chef charismatique qui conduisit une communauté de réfugiés hors d'Égypte, tout en élaborant parallèlement des aspects légendaires qui rendent le récit plus puissant et significatif. Vous êtes formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Richard Elliott Friedman de l'Université de Californie à San Diego a suggéré ce qu'il nomme l'hypothèse du noyau historique. D'après Friedman, il est envisageable qu'un événement similaire à l'Exode ait réellement eu lieu, mais à une dimension bien plus réduite que celle décrite dans la Bible. Il est possible qu'il s'agisse de 600 individus et non 600 000. Émet-il une hypothèse? Il se peut qu'ils aient erré pendant 4 ans et non 40. Il se pourrait qu'ils aient traversé un marécage situé dans le delta du Nil et non la mer Rouge. Toutefois, un événement assez marquant s'est produit qui a donné naissance à une tradition qui est devenue finalement l'histoire nationale d'Israël. Cette vision offre une solution pour concilier l'absence de preuves archéologiques et la continuité de la tradition orale. Toutefois, certains chercheurs soutiennent qu'il est même erroné méthodologiquement de rechercher un noyau historique. Vous êtes formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Thomas Thompson de l'Université de Copenhague met en évidence que de nombreuses traditions nationales sont totalement fictives, mais également influentes. Est-ce que nous recherchons le noyau historique qui sous-tend l'Iliade d'Homère? Interroge-t-il. Tentons-nous de découvrir le véritable roi Arthur. Ces récits sont authentiques dans la mesure où ils véhiculent des valeurs, des ambitions et des identités véritables, mais pas forcément parce qu'ils relatent des faits historiques. Sous cet angle, la question de l'existence réelle de Moïse n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est l'influence culturelle et spirituelle de son récit. La neuroscience contemporaine a introduit un nouvel aspect à cette discussion. Les scientifiques ont décelé que les récits stimulent des zones distinctes du cerveau par rapport aux simples faits.
Lorsque nous entendons une histoire saisissante, notre esprit ne se contente pas de traiter les données. Nous vivons les émotions, visualisons les situations et nous faisons écho aux personnages. Cela indique que des récits tels que celui de Moïse possèdent une force transformatrice qui dépasse leur exactitude historique. Vous êtes formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Lisa Cron, experte en neurosciences narratives, déclare « Le cerveau humain est conçu pour acquérir des connaissances par le biais des récits. Les histoires nous permettent de saisir le monde, de construire notre identité et d'envisager des alternatives. Une histoire authentique est celle qui modifie notre perspective sur le monde, pas forcément celle qui relate des événements réellement survenus. Alors, quelle est la réalité concernant Moïse ? La réponse varie en fonction du type de vérité que nous recherchons. Si notre quête est celle de la vérité historique, des preuves indubitables d'événements précis, nous devons reconnaître que Moïse reste une figure énigmatique du passé, dont l'existence ne peut être confirmée ou infirmée sans équivoque. Cependant, si notre quête est celle de la vérité existentielle, des révélations sur l'essence de l'homme, la justice, la liberté et le lien entre le fini et l'infini, alors l'histoire de Moïse détient une vérité profonde, indépendamment de sa véracité historique. Comme l'affirme le célèbre savant juif Abraham Joshua Heschel, le débat n'est pas de savoir si les événements de l'Exode se sont déroulés exactement comme ils sont relatés dans la Bible. La question est de savoir si nous sommes prêts à quitter nos propres Égyptes et entamer notre propre périple vers la liberté. Après cette longue quête du Moïse historique, il se pourrait que la principale leçon à retenir soit que la vérité ultime des récits humains n'est pas systématiquement ancrée dans leur exactitude factuelle, mais plutôt dans leur potentiel à inspirer, métamorphoser et donner signification à notre existence. Que Moïse ait été un personnage historique ou le fruit d'une construction collective de l'imaginaire, il incarne un élément essentiel de notre essence en tant qu'espèce. L'espoir que la liberté est réalisable, que l'injustice peut être surmontée et que même les personnes les plus banales peuvent devenir des vecteurs de transformation extraordinaires. Notre recherche de l'existence historique de Moïse nous a conduits à travers des déserts archéologiques, des discussions universitaires et des méditations théologiques. Nous n'avons pas encore obtenu de conclusions fermes concernant son existence, mais nous avons découvert un autre trésor, une meilleure compréhension de la manière dont les récits façonnent la réalité humaine. Dans un monde fréquemment dominé par des forces échappant à notre maîtrise, l'histoire de Moïse, qu'elle soit historique ou mythique, persiste à transmettre une vérité intemporelle. La libération est envisageable, la justice peut triompher et chaque génération a le devoir d'entendre l'appel des opprimés et de répondre « Laisse partir mon peuple ». Il se peut qu'on n'ait pas besoin de percer le mystère de Moïse pour profiter de son héritage. Il se peut qu'il suffise de reconnaître que ces 3 derniers millénaires, des millions d'individus ont puisé dans son histoire l'inspiration nécessaire pour résister à la tyrannie, combattre pour la justice et croire en l'éventualité d'un monde meilleur. C'est une réalité qui va au-delà de l'archéologie, une réalité qui ne réside pas dans les vestiges du passé, mais plutôt dans les âmes de ceux qui poursuivent leur quête vers leur terre promise.